J'ai écrit ces lettres au cours de l'été 1963 au village de Joukovka, non loin de Moscou, en 35 jours. La liberté de la forme épistolaire m'a permis d'être absolument sincère et je tiens cet écrit pour une confession. La simple idée de publier un livre me semblait alors inimaginable. Maintenant qu'une telle possibilité s'est présentée, je ne change rien à mon texte, bien que 4 années se soient écoulées depuis lors, et que je sois à présent loin de la Russie. En dehors des corrections qu'entraîne inévitablement la préparation d'un manuscrit à l'impression, quelques coupures sans importance et l'adjonction de quelques notes, ce livre est resté celui qu'ont lu mes amis de Moscou. J'aimerais aujourd'hui que chacun de mes lecteurs considère que ces lettres lui sont adressées personnellement. Svetlana Alliluyevna, mai 1967, Locust Valley. Le 16 juillet 1963. Quel calme ici. À 30 kilomètres à peine, c'est en Moscou, volcan humain, lave brûlante de passion, d'ambition, de politique, de distraction, de rencontres, de chagrin, d'agitation. Congrès mondial des femmes, festival mondial du cinéma, pour parler avec la Chine, nouvelles du monde entier, matin, midi et soir. Des Hongrois sont arrivés, dans les rues se promènent des acteurs de cinéma venus de tous les horizons. Au Goum, des négresses choisissent des souvenirs. La place rouge grouille à tout moment de gens de toutes couleurs, et chacun y apporte son destin unique, son caractère, son âme. Moscou écume, bouillonne, étouffe, sans cesse assoiffé de nouveaux événements, flash, sensations. Chaque moscovite veut être le premier à connaître la dernière nouvelle. Tel est le rythme de la vie d'aujourd'hui. Mais ici, c'est le calme. Le soleil du soir dore l'herbe et la forêt, petite oasis entre Odintov, Barvika et Romachkovo, où l'on ne construit plus de datcha, où l'on ne trace pas de route, mais où l'on entretient la forêt, fauche l'herbe dans les clairières, abat les arbres morts. Les moscovites viennent s'y promener. La meilleure détente, le jour de repos, d'après la radio et la télévision, c'est de se rendre, un sac à dos sur l'épaule et un bâton dans les mains, du village d'Odinstov à Osovo ou à Lilinsk, en passant par notre forêt bénie aux allées enchantées, par ses fossés, ses clairières, ses bois de bouleaux. Un moscovite chemine 3 ou 4 heures dans la forêt, aspire l'air pur et croit renaître et reprendre force. Il se délasse de tous ses soucis, puis se hâte de nouveau vers Moscou, la bouillonnante, jetant dans le filet du train de banlieue un bouquet fané de fleurs des champs. Il vous conseillera longtemps, à vous, à ses amis, de passer vos dimanches à vous promener dans la forêt. C'est là qu'ils iront tous, par les sentiers qui passent le long de la palissade, à côté de la maison que j'habite. Moi, j'ai vécu 37 ans dans cette forêt, dans cette région. Peu importe que ma vie ait changé et que ces maisons ne soient plus les mêmes. La forêt, elle, n'a pas changé. Osovo est resté à sa place, comme la campagne de Koltchouga et la colline qui la domine, d'où l'on découvre tous les environs. Toujours les mêmes petits villages où l'on va chercher de l'eau au puits, où l'on fait la cuisine sur des réchauds à pétrole, où derrière le mur de la maison, une vache mugit, des poules gloussent, mais sur les toits gris et misérables apparaissent maintenant des antennes de télévision. Les gamines portent des corsages de nylon et des soquettes hongroises. Ici aussi tout change de visage, mais l'herbe et la forêt de bouleaux exhalent toujours la même odeur. Dès que l'on descend du train, les mêmes pins dorés qui me sont familiers se dressent toujours, les mêmes chemins de traverse filent vers Petrovski, vers Znamansky. C'est ici ma patrie. Ici, ni en ville, ni au Kremlin, que je ne puis souffrir, où j'ai passé 25 ans de ma vie. Quand je mourrai, je veux que l'on me mette en terre ici, à Romachkovo, au cimetière, près du village, sur ce monticule, en pleine nature, où l'on domine les alentours au milieu de l'infini des champs et du ciel. Seule se dresse une vieille église, si jolie dans son abandon. Elle est désaffectée, il est vrai, mais les arbres qui bordent la clôture ont poussé d'un élan si impétueux qu'elle sort glorieuse de l'épaisse végétation et continue malgré tout à servir le bien éternel sur la terre. Mon vœu le plus cher est que l'on m'ensevelisse ici, car j'ai horreur de la ville étouffante. Je te le dis à toi, mon ami, il faut que tu le saches, puisque tu veux tout connaître de moi. Tu dis que tout ce qui me touche t'intéresse, ma vie, tout ce que j'ai connu et connu. J'ai vu, me semble-t-il, bien des choses passionnantes. L'important n'est pas que ce qui fut, mais
ce que tu en penses aujourd'hui. Veux-tu que nous pensions ensemble? Je te parlerai de tout. L'unique intérêt de la séparation est de pouvoir écrire des lettres. Je t'écrirai tout ce que je saurai, comme je le saurai. J'ai devant moi 5 semaines sans toi, ami qui sait tout et veut tout savoir. Mes lettres seront fort longues. Tu y trouveras tout ce que tu désires connaître, portraits, croquis, biographies, amour, nature, événements universellement connus et marquants, ou petits faits, réflexions, discours et opinions d'amis, de relations, de tous ceux que j'ai connus. Tout cela saura disparaître, désordonné, et tombera sur toi par surprise, comme je le vécus. Ne pense pas, Dieu soit loué, que je juge ma vie très intéressante. Au contraire, elle fut infiniment monotone et ennuyeuse. En t'écrivant tout cela, peut-être, ferai-je tomber de mes épaules un fardeau écrasant, et c'est alors seulement que commencera ma vie. Je l'espère en secret. Je suis si lasse de cette pierre que je porte en moi que, peut-être, parviendrai-je enfin à m'en défaire. Oui, les gens de ma génération ont vécu une vie beaucoup plus intéressante que la mienne. Ceux qui ont 5 ou 6 ans de plus que moi forment le plus admirable des peuples. Ce sont les étudiants qui, au sortir des amphithéâtres, sont partis pour la guerre patriotique, la tête brûlante, le cœur en feu. Peu en ont échappé et sont revenus, mais ceux-là sont la fleur de notre époque. Ce sont nos futurs décabristes. Ils nous apprendront encore à vivre, à nous tous. Ils auront encore leur mot à dire. J'en suis persuadée. La Russie a tellement soif d'une parole intelligente, elle languit après le verbe et l'action. Je ne les suivrai pas. Je n'ai aucun exploit à mon actif. Je n'ai pas joué sur la scène. Toute ma vie s'est déroulée dans les coulisses, mais manque-t-elle vraiment d'intérêt? Ici, c'est la pénombre. On voit le public, la bouche grande ouverte, en écoutant les discours aveuglés par le feu des bengales et les décors. On voit les acteurs jouer les stars, les dieux, les serviteurs, les figurants. On les voit parler, converser entre eux comme des hommes. Dans les coulisses, cela sent les souris et la colle, la vieille friperie des décors, mais qu'il est excitant d'observer ce qui s'y passe. Là s'écoule la ville des maquilleurs, des souffleurs, des habilleuses qui n'échangeraient pour rien leur existence et leur destin. Chacun d'eux sait que toute la vie est un immense théâtre, où l'homme ne réussit presque jamais à jouer le rôle précis qui lui a été attribué. Mais le spectacle continue. Les passions bouillonnent, les héros brandissent des épées, les poètes lisent des odes, on couronne les rois. Les châteaux de carton s'écroulent et se relèvent en un clin d'œil. Yaroslavna pleure comme une âme en peine. Des fées et des spectres volent, l'ombre du roi paraît, Hamlet se morfond et le peuple se tait.